voulu que cette vidéo soit projetée pour, dit-elle, planter le décor. Mais il y a plusieurs vidéos d'Arkoun qui sont visibles et je crois que nous devrions les voir souvent. Merci Madame la Présidente, merci aux organisateurs qui ont eu le courage et cette intelligence de préparer donc ce colloque autour de Mohamed Arkoun, qui pour moi s'appelle Muhdath Wa'ara, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, je dirais, parce que ce fut mon professeur et ami. Donc c'est lui, oui, qui m'a accueilli sans... Je venais de l'espagnol, j'avais travaillé sur l'immigration espagnole en Algérie, et quand je cherchais un directeur de thèse, Camille Lacoste n'avait pas voulu m'inscrire, Bourdieu voulait, mais il n'avait pas de thèse lui-même, donc il ne pouvait pas encadrer, je ne sais plus pourquoi. Et donc j'ai été chez lui, et sans aucune réticence, il m'avait inscrite donc en thèse sur un corpus, on va dire, religieux. Et évidemment, ma vision était une vision anthropologique. Et je crois que je l'avais un peu, bien sûr, j'ai joui de toute la protection, de toute l'amitié, dire sans réserve de Mohamed Arkoun, mais je l'ai gêné. Je veux dire pourquoi je l'ai gêné. Parce qu'en fait, je suis partie chez Arkoun, tout en sachant qui il était, comment il travaillait, mais peut-être que j'avais des craintes. J'étais encadrée par deux autres, amis et collègues, d'un côté Mamri, de l'autre côté Bourdieu. C'était pas voulu, mais les circonstances étaient celles-là. Donc voilà, c'était un peu ce chemin-là. Donc c'est une relation très forte, mais évidemment très compliquée. C'était donc, comme je vous dis, relation de prof à élève, relation de dominant à dominé, relation de femme à homme, et qui plus est, de Kabyle à Kabyle. Eh oui, c'était la catastrophe, à la fois une charge très forte, mais en même temps, donc des tiraillements que vous pouvez imaginer, et aussi une conception de la recherche. Donc lui, c'était vraiment, il voulait m'orienter vers l'islam et l'islamologie. Et moi, j'avais donc ces deux mastodontes-là, Mamri qui voulait que ça soit plus linguistique et littéraire, parce que, évidemment, c'est une région qu'on ne connaissait pas, c'est une région, en tous les cas, où il n'y avait aucun travail sur la langue, ni sur l'existence de ces populations, qui sont, c'est ce que disent d'ailleurs mes compatriotes kabylophones, ils sont aux marges de la Kabylie. Ils n'ont pas compris que c'était les marges, justement, qui, parfois, informaient le centre. Et Bourdieu, qu'est-ce qu'il voulait? C'était une ethnologie. Une ethnologie vraiment ethnologique, tu vois. Et donc, voilà. Alors, j'ai trouvé un modus vivendi, c'était de faire de ce texte une analyse de discours que l'on va replacer dans ses conditions de production, donc essayer de satisfaire tout le monde. Ça, pour vous dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Bon, maintenant, vous lirez le travail et vous en jugerez par vous-même. Donc, voilà un peu ce contexte-là, mais évidemment, ça a été... des rencontres régulières. Il venait à chaque fois rencontrer Mouloud Mamri chez moi. On a, enfin, une fois la thèse obtenue, donc des discussions à la fois intellectuelles et je dirais même politiques au sens large, hein, c'était pas au sens partisan du terme, sur la culture, sur la place de l'islam, etc., sur la laïcité, je reviendrai tout à l'heure. Donc c'était une relation très forte, très complexe et compliqué avec cet homme lui-même qui faisait dans la complexité, je dirais, mais dans la grandeur, dans la perspicacité, l'intelligence, mais dans une grande souffrance. J'y reviendrai parce que je trouve que ces moments de souffrance chez Mohamed Arkoun l'ont forgé, si vous voulez, et tout ça est uni, réuni, conjugué dans le même homme. C'est celui, en fait, qui était à la fois l'enseignant et l'ami. Je dirais que j'ai tant craint et tant admiré à la fois, parfois dans la joie, mais aussi parfois dans la colère, parce qu'il y avait donc des luttes autour des femmes. Mais je pense que Mohamed Arkoun faisait aussi dans la provocation, comme on va le retrouver plus tard.
Alors, donc, sans plus tarder, je dirais, donc ce n'est qu'un préambule, donc sans plus tarder, je dirais qu'on ne peut pas analyser Mohamed Harkoun sans revenir à l'histoire des intellectuels en Algérie, particulièrement. L'Algérie, c'est différent du Maroc. L'Algérie, c'est différent de la Tunisie. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. L'Algérie a été colonisée en 1830. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ces intellectuels-là, vous les voyez à distance. Donc, vous les voyez, on imagine que Mohamed Harkoun a jailli comme ça et qu'il est devenu un grand génie. Eh bien, non. Il est sorti d'ici. Il a vécu dans des difficultés et il le disait lui-même d'ailleurs en souriant. Il disait, mais moi, tu sais, quand je dormais d'ailleurs, il raconte avec Pierre Bourdieu, on se marrait. Il dit, mais moi, quand je dormais sur une natte. Et tu sais, il me dit, c'est marrant, mais la chèvre du coin, la chèvre qui est dans l'ADN, elle venait me titiller les orteils et ça me réveillait. Donc c'était pour nous faire rire, en disant, voilà, les conditions de cette connaissance étaient très compliquées et ce sont ceux-là que je vais analyser. Je veux dire que les intellectuels, l'intellectualité se construit. Elle se construit dans des conditions de production de la connaissance. Dire d'où Mohamed Harkoun est venu et quel point de vue, moi, j'occupe dans cet espace-là pour pouvoir en parler. Donc, vous allez voir qu'il y a des éléments de convergence, bien sûr, et aussi de divergence. Donc, le parcours de Mohamed Harkoun ne peut pas être différent de celui de Mamri, même si socialement ils étaient différents. Il ne peut être différent de celui d'Amrouche, qui est encore une catastrophe au niveau émotionnel. On connaît, enfin bon, j'ai écrit là-dessus, je vous renvoie. De Boulifa. Boulifa, c'est quand même une bagarre avec le général Anoto. Pardon, je vais arrêter ça. Donc c'était une bagarre. On lui a dénié, tu ne peux pas, toi, travailler sur ta propre culture. Et ce sont ces choses-là qu'on va retrouver chez Mamri, que l'on va retrouver chez Amrouche. Feraoun, je ne sais pas, mais sans doute. Et donc ce sont ces questions-là qui se posaient à l'époque à l'intellectuel colonisé, entre guillemets. Hein. Donc, ce qui m'intéresse dans ce parcours-là, comment une société paysanne, sans écriture comme l'ont défini certains, comme si l'écriture était importante à l'époque, bien, avait pu produire de si grands savants. Je récuse le terme de savant, mais je ne peux pas utiliser autre chose ici. Donc, de si grands hommes. Et pourquoi ces gens-là, ce sont ceux-là que l'on interpelle aujourd'hui, ce sont ceux-là aujourd'hui qui enrichissent. Donc, c'est à partir donc, de ces obstacles, de ces écueils, de ces blessures qu'ils ont tous vécues. Hein. Et ces blessures, justement, elles ont été formatrices pour subvertir, voire inverser l'ordre en place. Et là, on le retrouve chez Harkoun, on le retrouve chez Mamri, on va le retrouver chez Amrouche de façon très très forte. Et c'est ça, justement, à leur tour, qu'est-ce qu'ils vont faire ces intellectuels? Eh bien, c'était une quête de légitimité, parce qu'ils étaient illégitimes dans le champ culturel et scientifique de l'époque. Alors, donc Harkoun, ma collègue et amie Zineb en avait parlé hier, mais je reviens très rapidement pour essayer d'analyser cette histoire de Taourith Memoun. Vous allez voir que dans le papier que j'ai publié là, dans Awel, il finit par dire « Mais l'histoire de Taourith Memoun mérite d'être méditée et caractérisée, fondée l'humanisme maghrébin. » Vous allez voir donc Harkoun qui est passé par l'humanisme arabe, ensuite l'humanisme musulman, et là, comme dans la dernière vidéo que vous avez vue, l'humanisme maghrébin. Sur quoi va se fonder l'homme maghrébin? Sur quoi va se fonder l'humanisme maghrébin? Eh bien, c'est à partir de ces références qu'on a oubliées, ces références qu'on a oblitérées, et ces références qu'on va effacer de la mémoire des Maghrébins pour qu'ils ne puissent pas se reconstruire. Et là, c'est un truc, c'est une phrase très 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 forte qui m'avait fait pleurer en parlant d'Amrouche. Qu'est-ce qu'il dit du colonialisme? Il dit, mais qu'est-ce qu'il... On ne parle pas des assassinats, de tout ce qui a été fait. Mais la plus forte blessure, c'est que notre histoire à nous, dit-il, commence à partir de la déchéance, de la perte, alors que la leur commence par la victoire. Donc il dit, mais nos ancêtres ont perdu. Mais ils ont perdu quoi? Ils ont perdu la filiation par l'ascendance, mais pire encore, on n'a pas de descendance. Et quand je parle de la construction du Maghreb, en fait, les Arabes, ce qu'on appelle les Arabes, eux, leur histoire anté-islamique, ils la connaissent. Leur Jahiliya, elle existe. Comment je ne le connais pas, le Jahir, etc., excusez-moi, je ne les connais pas les autres. Mais ils sont enseignés. Et ici, ce que dit Mohamed Harkoun, mais les nôtres, tu n'en as pas.
Nous, l'histoire de l'Afrique du Nord, elle commence à partir de rien, à partir du néant, et à partir d'une histoire que l'on a décidée, qui était primitive, et c'était donc des païens, des archaïques. C'est ça le danger. Et ça, on en a parlé plusieurs fois, et je suis très contente qu'il dise ces choses-là en fin de carrière, parce que, comme vous pouvez le deviner, il ne pouvait pas le dire au début. Donc, très rapidement. Alors, donc, cette histoire de famille est très intéressante. Elle est à la fois personnelle de Mohamed Harkoun, mais elle n'est pas seulement personnelle. On la partage avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle a fondé certains ordres intellectuels et des familles qui ne sont pas forcément intellectuelles. Alors, donc, Mohamed, il en parlait, Zineb, tu disais, c'est une reconstruction, c'est vrai. Mais moi, je la prends, c'est une reconstruction, c'est vrai. Mais simplement, je la valide. Pourquoi? Parce qu'il l'avait raconté des dizaines de fois, et il l'avait raconté devant Mamri. Donc, ils ont rigolé. Et Mamri reconnaissait la vérité de cette histoire-là. Donc, c'est pas du tout mythologique. C'est fin. Voilà. Donc, je préfère te répondre maintenant. Et donc, alors, cette histoire de l'Arbi qui part de Djidjel. Il dit constantinois dans l'article, mais il dit le premier l'Arbi venait de Djidjel. Alors, suivez bien. Hein. Il vient donc de Djidjel, il vient à Thiéni. On lui donne l'Anaya. Qu'est-ce que c'est que l'Anaya? Mais l'Anaya, c'est une institution. C'est comme disait Samy hier, c'était en fait cette partie du monde avait institué une sorte d'ambassade. Quand vous fuyez d'un village, on est obligé de voir. Alors, mais l'Arbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été quand même au dossier. Là, on rentre dans le mythe. Est-ce qu'il a tué cette Argbat, est-ce qu'il a tué cette personne? Dans tous les cas, il a tué. Bon, mais ce tueur-là, on le récupère en espérant qu'il va se reconstruire. Il va se reconstruire où? Chez les Étiennais. Mais quand tu arrives dans un territoire, que ce soit en Kabylie ou un autre, et là c'est valable pour notre émigration, je parle à mon ami et compatriote Relève, c'est que tu occupes un espace, mais tu ne peux pas occuper le centre, tu occupes forcément la périphérie. Et on te donne un temps long pour te reconstruire, pour montrer que tu t'es intégré. L'intégration, c'est l'acceptation de l'ordre de la cité. Donc évidemment, ça va être fait jusqu'au jour où Harkoun, Mohamed Ouara, donc va donner cette fameuse conférence. Et de quoi il va-t-il se prévaloir? Il le dit. J'ai voulu compenser mes handicaps sociaux, parce que c'était une famille pauvre, je l'ai dit, sous le contrôle de son frère ici. Il a voulu donc compenser cette indigence généalogique par une connaissance pléthorique de l'arabe. L'arabe, c'est très bien. C'était prestigieux à cette époque. Et je dois dire aussi devant l'assistance, qui aujourd'hui essaie, l'arabe, c'est pas bien. Il ne faut pas faire d'anachronisme. À l'époque, faire de l'arabe à l'université d'Alger, c'était un acte de résistance. Ces gens qui ont fait l'arabe, ils ont dû lutter. Parce qu'il y avait les Pérez, il y avait les Marius Canard, il y avait toutes les descendants de colons et les gens, c'était l'extrême droite. Et là, je l'ai décrit dans un livre, enfin, je pourrais vous le renvoyer. Donc, l'espace de la faculté d'Alger, c'était des gens de droite, voire d'extrême droite. C'est-à-dire qu'y compris l'ethnologie, l'arabe était représenté par des Français colons, ou des Français en tous les cas, qui étaient à droite. Bien. Et ce qui est arrivé à Harkoun, arrive à Mamri. Mamri, il est allé voir Picard. Il lui a dit, monsieur Picard, je vais étudier le berbère. Et Picard lui dit, non, monsieur, c'est pas fait pour des indigènes. Tu comprends? Donc, voilà, c'est pas parce que vous êtes kabyle que vous allez prétendre enseigner le berbère. Vous comprenez? Et ça, c'est des choses très très fortes. Donc, Harkoun n'a pas raconté cette histoire. Et vous allez voir que ça va revenir parce que c'est ça qui m'intéresse. Cette histoire de faire de l'arabe. Et faire de l'arabe, c'était occuper le champ. C'est dire, et ça, c'est pas le seul. Et d'ailleurs, il y avait, comment ça s'appelle, Hamissi qui me racontait, je sais pas, je me souviens plus, qui disait, mais pour moi, pour nous, l'acte de résistance à l'époque, c'était de mettre la chachia pour dire, on est des indigènes. Voilà. Au lycée, à l'université, c'était pour se distinguer. Mais c'est un peu comme l'histoire du voile pendant la guerre d'Algérie. Les femmes l'ont porté, elles l'ont enlevé. C'était donc un signe. Ce sont des signes d'affirmation identitaire. Et quand vous regardez la photo de Boulifa, vous avez Boulifa avec sa belle moustache et son tarbouche. Vous voyez? Et ça, c'était quelque chose. Donc c'est pour ça que je disais, faire de l'arabe, attention, c'était pas un signe. C'était pas un signe. C'était un signe de mobilisation politique. Et bien sûr, et scientifique par la suite.
Alors après, une autre blessure que vous ne connaissez pas, il nous dit très timidement dans l'article, eh bien un autre truc, c'est que quand il a été à Paris pour préparer sa thèse, ça personne ne le sait, enfin je pense du moins, il va voir qui? Il va voir un compatriote, donc un compatriote par la naissance, qui était Jacques Berck. Jacques Berck qui avait déjà préparé sa thèse sur l'Iskara. Et Harkoun, qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, je veux préparer une thèse sur les pratiques religieuses en Kabylie, et à partir de Bénéné. Et Berck lui dit non, impossible, c'était pas un objet de recherche noble. Oui, que je vais faire avec les archaïsmes, Kabylie, etc., etc. Deuxième blessure qui renvoie à ce rejet, ce premier rejet, je reviendrai, donc par le père de Mamri. Je parlais tout à l'heure de généalogie, le père de Mamri, quand il prend, c'est pas simplement l'ordre de la parole. Moi, je suis Salem, mon frère, donc Louenès, précepteur du roi, qui, évidemment, c'était lui qui écrivait les éloges du Mouloud à Rabat, et Mamri, donc le détenteur de la langue française. Mais pire encore, moi, arabe, tu ne te souviens pas, quand vous êtes venu et que les Alfiani vous ont accueilli. Donc, lui rappelle le lieu d'origine. Quand vous êtes venu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le rappel généalogique qui a blessé Harkoun, plus que la détention de la culture. Alors, ce rappel généalogique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ce qui se passe aussi, enfin, juste un clin d'œil pour dire ce qui se passe un peu en Europe. Donc, l'origine, et cette origine, c'était pas une origine dont il pouvait se glorifier, c'était une origine négative. C'est comme le sursis. Donc tu habites là, mais tu dois respecter l'ordre de la cité. Et en même temps, quand il a fait sa communication donc, sur la femme kabyle, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il n'a pas fait simplement une conférence, parce qu'après il va l'expliquer. On va revenir dessus, on va encore se bagarrer jusqu'au dernier entretien. C'est qu'il va dire, eh bien oui, il montre qu'il sait parler l'arabe. Et mieux encore, là on revient encore à cette question d'islam. Je connais l'islam mieux que vous. Donc moi j'ai appris l'arabe et je rentre donc par la grande porte pour expliquer le texte coranique. Et donc vous les Kabyles, c'est un peu ça, hein, vous êtes en infraction. C'est ce que je vous disais hier, vous êtes en infraction, vous n'appliquez pas la loi. Or la loi qu'il a détenue, c'était des Mamri. C'est pas parce que c'était simplement social ni économique, mais ils étaient investis d'un pouvoir de transmettre la culture depuis des générations. Or, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il ne pouvait pas le faire comme ça. Donc ça, c'est très important, la place de la généalogie. Donc, et là, quand Berck lui dit non, ben, une deuxième fois, il ressent cette blessure profonde qui est, eh bien oui, parce que je suis algérien, parce que je suis kabyle, en disant, ça veut dire, parce que je ne suis pas français, je ne peux pas étudier la langue, enfin, la culture des anciens. Donc, deuxième blessure. Troisième blessure, c'est celle de Béjaïa dont on a parlé hier. Je ne reviens pas dessus. Là, il s'était senti disqualifié en tant qu'Algérien, cette fois, et en tant qu'islamologue. T'as pas... Bon. Et je passe encore à un autre moment. C'est le moment de l'affaire Rochdi. L'affaire Rochdi, donc, vous savez ce qui s'est passé. Évidemment, il y a une ébullition. On a signé des pétitions pour Rochdi. Et Harkoun n'était pas contre Rochdi, mais simplement il va faire 2 pages extraordinaires qu'aucun de ses collègues, disons-le, n'a eu à l'époque. Il va écrire, il va dire, mais vous n'avez rien compris, c'est ça que ça veut dire, je résume, au sacré chez les musulmans. Si Khomeini et tous les autres pays musulmans ont réagi pour Rochdi, c'est qu'eux accordent une place importante au sacré et qu'en l'Europe on l'a perdu. Ce qui est absolument vrai. Dit dans c'est normal. Et donc il finit, il dit bon voilà, mais il faut vraiment, il finit toujours pour son histoire là de chair des trois religions comparées. Bon. Et simplement, qu'est-ce qui se passe avec ça? On est dans un moment d'effervescence, les gens sont très choqués, et Miquel lui répond. André Miquel, qui est son collègue arabisant au Collège de France. Moi, n'est pas arrivé au collège. Bon, bref. Et donc il lui dit, heureusement qu'on a perdu notre sacré. Et heureusement qu'il y a eu la Révolution française. Et heureusement qu'il y a eu les droits de l'homme. Sinon, Mohamed Harkoun ne pourrait pas
se prononcer comme il le fait. Il n'a pas dit de notre pays, enfin vous relisez l'article, comme il le fait. Alors, donc, pareil, il revient, il est venu chez moi, il ouvre la porte, comment ça va? Et je dis, l'article de... Et là, je vous le dis très franchement, excusez-moi Sylvie, donc il rentre, il tombe dans mes bras, il pleure. Il pleure. Il me dit, voilà, à partir de maintenant, considère-moi comme une femme, je suis un dominé comme toi. Alors mon mari derrière, mais non, elle n'est pas dominée. Elle n'est pas dominée, parle pour toi, mais... Bon bref, bon, ça c'est des appréciations entre hommes, et c'est pas ça simplement, il va plus loin. Je dis, mais pourquoi ça te blesse autant? Enfin, c'est de la disputation, c'est de la polémique. Non, il me dit, ça me ramène. C'est la même émotion, c'est la même blessure que celle de Dada Salou qui m'a dit d'où tu viens. Moi, ça veut dire que c'est par la bouche de Michael, c'est la France entière qui me dit, Mohamed, retourne chez toi. C'est exactement ça, tu vois, mot à mot, et ça m'a marqué, si vous voulez. Donc après, on en a parlé, etc., etc. Et évidemment, c'est à partir de là qu'il a commencé à réfléchir. On vous passera la vidéo tout à l'heure ou ce soir, sur qu'est-ce que la laïcité française. La laïcité française, donc, c'est à partir de là qu'il va commencer à réfléchir intellectuellement pour essayer d'y répondre et pour montrer que, bon, oui, il y a la laïcité, mais la laïcité française, en fait, c'est pas tout à fait ça. Il la trouve aussi idéologique. Et on oublie de raconter dans quelles conditions elle est née. Et puis alors, le procès qu'il va faire, j'espère que vous allez l'écouter tout à l'heure, le procès qu'il fait justement, évidemment, de montrer le côté politique de la chose, en disant que les Français ont commis... que les Français ont commis un acte inhumain, c'est celui de n'avoir pas appliqué la laïcité en Algérie. Hein? Donc comme s'il y avait deux formes de laïcité.